faut à certains moments qu'il y ait des poètes du cinéma, des inventeurs du cinéma, qui ont un regard nouveau, qui ne soit pas le regard des événements quotidiens. Après une si longue carrière, Henri Alcan, vous avez encore inventé, encore à chercher, encore à trouver. Comment est-ce possible? Je crois qu'on est tout le temps obligé de chercher. On ne peut pas se contenter de routine. Ah, mais Sophie, vous venez contrôler Je viens contrôler encore de prise. Si la lumière est bonne. Si la lumière est bonne. Bah, a priori, c'est très bien, ça va. A priori, ça va. Moi, je trouve ce qui est très, très intéressant, c'est à propos de la technique, ça c'est de la technique, mesurer la lumière. Mais il ne faut pas seulement la mesurer. Quand on est en extérieur, c'est relativement facile. Il faut aussi l'inventer, la lumière. Il faut aussi, en studio, la construire. Et il faut la structurer. Il existe une véritable architecture de la lumière. Et cette architecture de la lumière, elle n'est pas le fait seulement d'un acte mécanique, d'un acte scientifique. Elle est le fait d'une pensée, d'une réflexion. Est-ce qu'il y a un premier film pour vous? Oui, il y a quelques films qui tout d'un coup m'ont profondément donné à réfléchir. Mais notamment, c'est la période de ce cinéma, disons, surréaliste, qui était fait par Man Ray, par Germaine Dulac, par Epstein. Ça m'avait beaucoup touché, pour ne pas dire bouleversé, parce que tout d'un coup, j'ai découvert, à côté du cinéma qu'on peut appeler le cinéma commercial, le cinéma distractif, qu'il existait autre chose, qu'il existait un cinéma fait de poésie, de sensibilité, et qui n'avait rien à voir avec ce que j'allais voir toutes les semaines avec mes frères et ma mère au Marcadet Cinéma Palace. Est-ce que l'apparition de la nouvelle vague, enfin, n'a pas déçu un peu de vos espérances pour le cinéma? La nouvelle vague a précisément essayé de remettre en question tout le côté sophistiqué, et le côté fabriqué, le côté artificiel, légué surtout par des habitudes hollywoodiennes. Alors ça, c'était une chose bonne. On s'est mis tout d'un coup à voir des acteurs non maquillés, des actrices peu maquillées, une lumière, disons, plus quelconque, avec de grands risques. Parce qu'on ne peut pas tout faire non plus dans des intérieurs naturels et dans des extérieurs. Bien sûr. Le cinéma de l'imaginaire est un cinéma qui essaie de transposer en permanence ce qui s'offre à notre regard. Or, notre regard, il est tout le temps sollicité par une certaine quotidienneté de la vie. Pour moi, le problème, c'est on est en face d'un réalisme souvent cruel et on voudrait obtenir une évasion. Peut-être que le studio, après la nouvelle vague, a obtenu une nouvelle innocence. Le studio, c'est le lieu de recréation totale. En studio, on peut soit faire du réalisme, soit faire de l'irréalisme. Or, l'irréel, il est forcément le fruit de techniques et d'imagination. Est-ce que, par exemple, Alain Robbe-Grillet, pour son film La Belle Captive, aurait souhaité tourner en studio? Certainement, il avait le projet de tourner en studio, mais les conditions matérielles, financières de son film l'ont obligé à chercher un lieu qui permettait d'être transformé, transposé, sans aller au studio. Je crois que tout le mérite revient au décorateur qui s'appelle Aimé Daudet, qui est un magnifique décorateur, lui un grand imaginatif, parce que dans des lieux tout faits,
La difficulté était précisément de les habiller, de les transformer, de les transposer dans la mesure où c'était possible. Et à propos de cette réinvention de la réalité, est-ce que dans le cas de Raoul Ruiz, il n'y a pas finalement une volonté de transformer le monde entier en studio? Il y a une espèce d'imaginaire, lui, qui là transforme des décors naturels, mais en choses complètement alchimiques, artificielles. Le problème est assez extraordinaire parce que, effectivement, tous les lieux, pour lui, peuvent être transposés. Tous les lieux naturels, il tourne plus d'ailleurs dans des lieux naturels que dans le studio, que dans des décors. Et alors la difficulté est quand même une grosse difficulté d'inventer scène par scène ou séquence par séquence quels sont les moyens techniques ou optiques, quels sont les moyens artificiels de transposition de décors naturels. Est-ce que vous avez inventé pour ces films des procédés particuliers? Oui, j'ai tenté d'apporter quelque chose de nouveau, ce que j'appelle le procédé transcolore, pour transposer la couleur de naturel en artificiel. Pour l'instant, je peux dire que c'est un petit peu expérimental. Mais il y a très longtemps déjà que j'avais pensé à ça. Quand j'ai tourné Topkapi avec Jules Dassin, déjà à cette époque, j'avais proposé à Dassin de tourner tout le film avec des transpositions colorées. Mais c'était pas possible parce que ça bouleversait trop d'abord le scénario et presque toujours, je me suis heurté à des metteurs en scène qui n'aiment pas tellement toucher à ce qui a été écrit et ce qui a été pensé. Vous regrettez cette timidité de la part des metteurs en scène? Ah oui, naturellement. Comment se passe la collaboration entre un metteur en scène et son chef opérateur? Eh bien, on part presque toujours d'un thème écrit pour aboutir à un thème, disons, cinégraphique, une mise en forme plastique. Alors, la collaboration, elle doit donc partir de ce thème et des idées du metteur en scène qui s'expriment avec des mots. Et la difficulté, c'est précisément que des mots puissent représenter des volumes, des espaces, une action, un dynamisme, puisque le cinéma, c'est dynamique. Alors, la grande difficulté, c'est précisément que le mental de l'un, le metteur en scène, puisse communiquer avec le mental de l'autre, c'est-à-dire le directeur de la photo. Il faut qu'il y ait une correspondance et il faut qu'il y ait un surgissement, c'est-à-dire finalement des images. Est-ce que vous avez le souvenir de visages d'acteurs qui vous ont profondément marqué, dans le travail de la lumière plus particulièrement? D'une façon générale, les visages d'hommes sont quand même plus faciles à photographier que les visages de femmes, tout simplement parce qu'il y a un mythe de la femme, que la femme doit être belle sur l'écran, et que si la femme doit être belle, elle doit essayer de toucher le public, non pas par des qualités ordinaires, mais par des notes extraordinaires. Et l'extraordinaire, on le fabrique. On le fabrique avec la position du visage par rapport à la caméra, par des artifices comme le maquillage et par la lumière. Alors il y a une position de la lumière qui peut être plus ou moins favorable pour que la femme soit embellie. Des lumières et des ombres, c'est le titre d'un gros livre que vous êtes en train de préparer. Ce livre, finalement, c'était la somme de mes observations pendant beaucoup d'années. Mes observations en tant que professionnel et puis mes observations sur la lumière en tant qu'homme. Et j'ai essayé de résumer l'action, si vous voulez, de la lumière. D'abord la lumière solaire sur les hommes, comment les hommes qui vivent, qui naissent, qui vivent et qui meurent dans la lumière solaire sont touchés par cette lumière solaire au plus profond d'eux-mêmes. Et comment l'homme artiste, a vu la lumière et comment l'homme artiste peintre
à transposer cette lumière solaire dans laquelle nous baignons. Alors ça, c'est un grand chapitre. Justement, c'est une étude de la lumière et des ombres, aussi bien dans le cinéma que dans la peinture. Est-ce que vous pouvez préciser les relations qu'entretiennent le cinéma et la peinture, et quelles seraient leurs spécificités à chacun? Eh bien, c'est que d'abord, la grande différence entre le cinéma et la peinture, c'est que le cinéma est un art dynamique, alors que la peinture est un art statique, et que le peintre essaie de suggérer le mouvement dans son œuvre, dans certains cas, alors que le cinéaste, il a le mouvement en permanence. Et le cinéaste, il a le mouvement dans tous les domaines. Non seulement il peut saisir la vie dans son déroulement quotidien, mais il peut lui-même se promener avec la caméra, c'est-à-dire l'œil de l'artiste peut tourner autour de son sujet, peut l'explorer dans tous les angles, sous toutes les latitudes et positions, ce qui est quelque chose de complètement différent par rapport au peintre, par rapport à l'œil du peintre. Ensuite, le cinéaste se sert aussi du dynamisme de la lumière, du déplacement solaire. Il peut, au cours d'une même journée, saisir avec des ralentissements ou des accélérés le mouvement de la lumière solaire. Ensuite, le cinéaste dispose de la lumière artificielle. Alors les deux grands pôles sont précisément lumière solaire ou lumière artificielle. Alors, lumière artificielle, c'est propre au studio, c'est propre aux intérieurs. Et qui dit lumière artificielle, dit pensée directrice dans cette lumière artificielle. La lumière artificielle doit s'organiser soit selon une pensée solaire, soit selon une autre option, qui est une option non solaire et même anti-solaire. Alors on en vient au problème des ombres. Si on se met à penser solaire, on dirige et on manipule la lumière artificielle selon les règles solaires, c'est-à-dire avec une seule ombre. Le soleil ne donne pas deux ombres, sauf dans les films de Raoul Ruiz, où Raoul me demandait d'avoir 3 soleils. Alors ça c'est tout à fait, c'est rentrer dans l'imaginaire. Mais autrement, si on travaille en lumière solaire vraie ou en lumière solaire artificielle, il y a unité de la lumière et une seule ombre. Mais on peut aussi travailler et inventer une lumière ou des lumières qui n'entrent pas dans les règles solaires. Autrement dit, on se sert de sources de lumière qui peuvent projeter des ombres simples ou multiples, sans justification autre que l'équilibre de l'image ou la volonté du metteur en scène et de l'opérateur de dramatiser un sujet ou de le dédramatiser avec des ombres simples ou des ombres gigantesques, avec des ombres denses ou des ombres moins denses. Le cinéaste, et c'est ce qui est merveilleux, a cette possibilité, c'est il doit avoir la maîtrise de la lumière. Alors la lumière solaire, il n'a pas la maîtrise de la lumière solaire. C'est la nature qui dirige. Tandis qu'en studio, c'est l'artiste qui a cette maîtrise et qui dirige donc des flux lumineux selon sa propre volonté, sa propre culture, son propre goût, son idée esthétique de la lumière. À propos justement de cette maîtrise de la lumière, il y a certains nostalgiques qui regrettent la disparition du cinéma en noir et blanc, qui regrettent surtout la théâtralité, cette opposition des contrastes, du noir et du blanc. Le cinéma en noir et blanc a donné beaucoup d'écoles différentes. C'était donc la preuve qu'on pouvait manipuler les gris, les noirs et les oppositions et les contrastes, non pas tout le temps selon la même mesure, mais avec des mesures et des démesures. Et c'est ce qui aboutissait à des styles complètement différents les uns des autres. Maintenant, on fait peu de cinéma noir et blanc, on fait de la couleur parce que les procédés
procédés en couleur sont devenus des procédés très perfectionnés. Les chimistes qui se sont penchés sur ces problèmes sont des gens absolument prodigieux, puisqu'ils nous permettent de calquer, si l'on veut, la nature dans une certaine fidélité des couleurs. Mais moi, je suis pour l'infidélité à la couleur. Ça m'ennuie, la fidélité de la couleur. Pourquoi? Parce que tout le monde est sans arrêt soumis au spectacle de la nature. Si extraordinaire soit-il, bon, le spectacle de la nature n'est pas forcément un spectacle d'art. La nature, elle s'offre à notre regard et selon notre propre sensibilité, on la reçoit avec plus ou moins de vibrations. Mais l'artiste, lui, il doit non pas seulement recevoir la nature telle qu'elle se présente, mais essayer de sélectionner dans la nature certains rythmes qui font qu'il est plus ou moins sensible que son voisin à cette même nature. Mais le plus extraordinaire, c'est de ne pas se servir de la nature telle qu'elle se présente, mais d'essayer de la faire passer à travers le filtre de notre sensibilité, disons, artistique, si on peut employer ce mot. Et à ce moment-là, on entre dans le jeu pictural, on entre dans le grand jeu de la transposition des couleurs, de leur juxtaposition, de leur opposition. En fait, Henri Alcan, vous êtes un alchimiste. Ah, je voudrais bien l'être. Est-ce que le cinéma n'est pas une nouvelle chance pour l'imaginaire, une nouvelle chance pour les images? Je crois que très peu de réalisateurs, dans l'époque que nous vivons, osent se lancer justement à fond dans un cinéma de l'imaginaire. Parce qu'il faut bien dire, je crois, les choses comme elles sont, il est probablement plus facile de rester dans un cinéma vériste, de prendre des sujets réalistes et de ne pas faire l'effort de sauter dans un autre domaine, d'accéder, si vous voulez, à une autre vision que notre vision quotidienne. Oui, moi je suis pour un cinéma de l'imaginaire. Au fond de vous-même, dans ce chemin vers la lumière, est-ce qu'il n'y a pas une démarche mystique? Sans doute, il y a une démarche mystique, mais je m'en défends. Je pense que je traite d'ailleurs de ce chapitre dans mon livre et j'ai redouté tout à coup en relisant ce chapitre d'avoir été très prétentieux parce que je me suis aperçu que la lumière, ce que j'appelle la lumière métaphysique, elle est si importante que ça serait le sujet de tout un livre entier. Moi, je n'y ai consacré qu'un chapitre. Le problème principal, finalement, que je développe dans mon livre, ce sont les rapports de la lumière et de l'homme. Et peut-être j'aurais pu appeler mon livre, non pas « Des lumières et des ombres », mais « Des lumières et des hommes ».